Je commence par les RS. Je commence par les RS, je te les mets à droite. Là, on les voit là. D'accord. Donc, tu m'as dit oui, les RS en premier? Très bien. Ah, 24. Ouais, ça va monter. Enfin, ça, ils reçoivent toute la petite notif disant qu'on commence un live. T'es prêt? Ouais. Alors, je coupe le son. 3, 2. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau live sur notre page Superbac. Bienvenue à tous ceux qui nous regardent aussi depuis la Cité des Sciences de Paris, depuis l'amphithéâtre. Merci à vous d'être parmi nous. Je vous invite tout de suite à vous rendre sur YouTube, de taper donc DigiSchool dans votre barre de recherche et de regarder ce live depuis YouTube parce que vous pourrez poser toutes vos questions et répondre à toutes nos questions en commentaire. Entre-temps, vous pouvez aussi nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, à savoir nos deux pages Facebook, nos deux pages Twitter, notre page Instagram et notre page Snapchat. Alors aujourd'hui, un live physique-chimie. Donc vous aurez 10 questions de physique, puis 10 questions de chimie. Donc n'hésitez pas directement, c'est un système de quiz, où vous aurez à répondre A, B, C, D ou des réponses multiples. Donc n'hésitez pas à commenter directement vos choix et à poser toutes nos questions à notre professeur de physique qui y répondra puisqu'on vous lira en direct. Voilà, j'ai fini pour la présentation, donc on peut démarrer tout de suite. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Donc 10 questions physique, 10 questions chimie, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc des questions généralistes qui sont pour la plupart issues des bacs des années précédentes. D'accord. Alors, on nous dit qu'il y a un tout petit problème de son. On nous dit peut-être le son est bizarre, il y a des échos. Alors, on essaye, notre technicien regarde ça, vous nous direz si ça va mieux. Alors, on va pouvoir commencer avec la première question. Oui. Donc la première question est une question de physique sur la mécanique newtonienne. Donc soit une balle en chute libre dans le champ de pesanteur terrestre sans vitesse initiale. Donc OZ est l'axe vertical dirigé vers le haut, dont l'origine est au sol. Je vous donne la vitesse en fonction du temps qui est de moins gt. Quelle est donc l'équation horaire de la trajectoire? Vous avez 4 possibilités. C'est bon, normalement. Donc, normalement, c'est bon le son. Oui, en effet, on a les premiers retours qui te remercient, Tony, pour d'avoir réglé le son. Donc, n'hésitez pas à répondre donc, soit A, B, C ou D donc, à cette première question. Donc, on a un message de Laurent qui nous dit « Bonjour en direct de la Cité des Sciences ». Et bien, bonjour à tous qui nous suivez depuis l'amphithéâtre de la Cité des Sciences. Alors, Nasserat qui nous dit « Je suis en seconde et je galère, je suis choqué. Qu'est-ce que c'est que ça ?» Alors, c'est peut-être un programme que tu verras en première et en terminale, non? Plus. Alors, plutôt en terminale S, Ouais. il y a quelques questions qu'on peut peut-être faire avec le programme de première, mais en général, le programme de première sert de base pour le programme de terminale. Oui, d'accord. Donc, il faut avoir fait la première et la terminale S pour répondre à ces questions. Alors, les premières réponses tombent et c'est une majorité de réponses B. Eh bien, vous avez raison, c'est la réponse B. Donc, pour passer de la vitesse à la position, il faut faire une primitive. Pour faire une primitive, donc on a moins gt, la variable c'est t. Donc, quand on la primitive de t, c'est t carré sur 2. Donc, ça donne moins 1/2 de gt carré. Pourquoi le plus h? Eh bien parce que en fait, la position initiale de l'objet, il n'est pas au sol, il est en l'air, donc à une hauteur de h, par exemple, la plupart du temps. Donc, quand on fait une primitive, on a toujours une constante, et cette constante, en fait, c'est la condition initiale. Et donc, la condition initiale, ici, c'est une hauteur de h.
Alors, donc Michel, qui vous répond sur Facebook et sur YouTube, vous a collé sur Facebook un lien téléchargeable pour télécharger tous nos cours de physique-chimie gratuitement. Donc, que vous pouvez retrouver sur notre site, donc bac-s.net, dans la section documents et la matière physique-chimie. Et bien, on peut passer tout de suite à la deuxième question. Alors, deuxième question sur le chapitre dualité onde-corpuscule. Donc, vous avez une relation que vous devez connaître entre l'énergie d'un photon, ou même d'une particule en général, et en fonction de la constante de Planck H et la longueur d'onde lambda. Celle-ci, il faut bien la connaître par cœur, donc normalement, ça devrait être rapide. Oui, n'hésitez pas à nous donner toutes vos réponses. Alors, on nous dit, je suis en troisième et je suis encore plus choqué par ces équations. Moi, j'en suis encore au mouvement. Eh bien, tout à fait. Et on a fait un live très récemment sur notre page, donc Super Brevet, ou sur cette page YouTube, où tu auras donc un live sur les mouvements qu'on avait fait avec notre professeur Mika. Donc, n'hésite pas à aller le voir directement en replay dès que tu souhaites réviser cette partie. Alors, vous ne nous faites pas trop de propositions encore. On va pouvoir passer à la réponse, je pense. Alors, peut-être non avant, il y a une question de Mouilladine qui nous dit, c'est quoi la relation? La relation. Une relation, c'est une égalité, en fait, que ce soit en mathématiques ou en physique-chimie. Quand on vous demande soit l'expression, soit la relation, c'est une égalité entre les valeurs, les grandeurs que je vous ai données. Donc là, une égalité qui relie l'énergie qui est égale à quelque chose en fonction de H et lambda. Donc peut-être une multiplication, une division, on peut avoir des nombres aussi, mais pas d'autres lettres que H et lambda. Alors, on a les premières propositions qui tombent, à savoir E égale HC sur lambda. Donc ça, c'est réponse de Couleur d'Orient ainsi que d'Aline. Et Ibrahim nous propose E égale X fois lambda. H fois lambda. H fois lambda, pardon. Et ben c'est Ibrahim qui a juste E est égal à H, HC sur lambda, excusez-moi. Donc oui, donc E est égal à H mu. Mu, en fait, c'est la fréquence. Et du coup, c'est égal à HC sur lambda. Voilà, donc soit E égale à H mu, celle qu'on connaît peut-être le plus facilement, et sinon égale HC sur lambda. Donc C étant la vitesse de la lumière. Voilà. Très bien, on va pouvoir passer à la troisième question. Alors, on reste dans la mécanique cette fois avec plutôt Kepler. Donc, on a un satellite en mouvement circulaire uniforme autour de la Terre. Donner sa période, donc la période grand T, en fonction de sa vitesse, de l'altitude h du satellite et du rayon de la Terre, RT. Alors, on vous laisse un petit peu de temps pour répondre et pour que vous puissiez nous formuler vos réponses. Mathématiques Sciences qui demande quel est le programme de première en physique-chimie. C'est vague. Faut que je dise tous les chapitres. Ah, peut-être pas. Peut-être des principaux. Le programme de première S en physique-chimie, on a de l'optique, on a de l'oxydoréduction, des piles, on a du coup de la chimie avec tout ce qui est équation et tableau d'avancement. D'accord. Voilà. Après, c'est très gros, hein, parce qu'en S, quand même, la physique-chimie, c'est une part importante. C'est une des matières les plus importantes. Mais de toute façon, tu dois pouvoir trouver tout le programme de révision donc sur notre site bac-s.net. Là, tu auras donc tous les thèmes que tu pourras aborder en première. La dame, elle s'appelle comment? Je m'appelle Camille. Et Julien, la formule, là, elle est trop dure à se rappeler. Eh ben, donc, alors, il y a une première... Je vous aide un petit peu,
parce que c'est pas forcément une formule à connaître par cœur. Si vous faites un petit dessin, parce qu'en physique-chimie, c'est très bien de faire des dessins, enfin surtout en physique, de faire des petits schémas, ça vous aide à mieux comprendre. Donc là, si vous faites un petit schéma, vous mettez la Terre au milieu et vous faites l'orbite circulaire autour de la Terre. Donc vous allez voir que vous allez avoir le rayon de la Terre, vous allez avoir l'altitude, et du coup, l'orbite, c'est un cercle. Et donc la distance qu'il parcourt est un cercle. Alors, on a les premières propositions qui tombent. Alors, on nous dit donc R égale H sur V, ou alors la deuxième proposition, c'est V égale D sur T, qui est égal à inférieur de T. Qui est égal à... Donc, c'est T égale D sur V, c'est bien, c'est un bon début. Par contre, la dernière est fausse. Parce qu'en fait, T égale donc la distance sur la vitesse, c'est d'accord, mais la distance que parcourt le satellite, c'est pas le rayon de la Terre plus l'altitude. La distance qu'il parcourt, c'est le cercle. Alors, on va passer, je pense, à la réponse. Ah, c'est mieux la dernière. Ah, donc la réponse de désir. Oui, c'est ça, 2πr T Plus T. Plus, je pense qu'il voulait dire plus H sur V. Ah. Voilà. Ah oui, tout à fait. C'est ça. Donc c'est la dernière. Donc en fait, il faut bien... En fait, c'est assez simple. C'est pas une formule que vous devez connaître par cœur, normalement. C'est juste la définition de la période. La période de révolution, c'est le temps que met le satellite pour faire le tour de la Terre. Donc pour faire son orbite. C'est ça la période. Donc en fait, s'il a une vitesse uniforme, c'est juste la formule que là, vous connaissez par cœur. V égale D sur T, la distance sur le temps. Donc la distance qu'il parcourt, c'est pas le rayon plus l'altitude, c'est bien le cercle. Et donc là, je suis désolée, mais vous devez connaître le périmètre d'un cercle qui est égal à 2πr. Donc le périmètre d'un cercle, c'est 2πr, mais ici le rayon, c'est bien le rayon de la Terre plus l'altitude. Donc c'est 2πrt plus h, le tout sur la vitesse. Alors, Stell nous dit « Je déteste cette formule V égale à D sur T ». N'hésite pas à nous dire pourquoi. On peut passer à la quatrième question, on t'écoute. Alors, quatrième question. Donc ça, c'est sur un petit chapitre que vous avez dû voir en début d'année. Peut-être que vous n'avez pas trop retenu, mais voilà, c'est une des questions que j'ai trouvées dans un bac. À quelle grandeur physique est liée donc la hauteur d'un son et le timbre d'un son. Donc, vous devez vous souvenir, vous avez fait un chapitre avec des instruments de musique, voilà. Donc à quoi est liée la hauteur et le timbre, qui sont des mots utilisés en musique. Et moi, je vous demande à quelle grandeur physique c'est lié. Alors, les premières réponses tombent, à savoir de Monsieur Cournage et de Julien Hergé, qui pour les deux nous disent la fréquence. Et Nacera, bon, moi je vais réviser mon programme de secondes qui est déjà impossible pour moi. Bonne révision à toi. Alors, donc, est-ce qu'il s'agit de la fréquence? Alors, pour l'un des deux, oui. Voilà. Donc, la hauteur, Julien nous disait, la hauteur, ce serait la fréquence. Oui, la hauteur, c'est la fréquence. Donc, la hauteur d'un son, c'est bien la fréquence. Donc, un do, ré, mi, voilà. Donc, c'est lié à la fréquence. Donc, le timbre d'un son, par contre, c'est plus particulier. Le timbre, c'est en fait le fait qu'une même note, jouée sur des instruments différents, va avoir un timbre différent. Alors, la timbre, on nous propose l'amplitude. Alors, non, ce n'est pas l'amplitude, mais le timbre, c'est un peu plus compliqué. Hein. Donc, la hauteur d'un son, c'est la fréquence, c'est facile, hein, c'est grave ou c'est aigu. Par contre, oui, donc je me suis trompée sur les... C'est pas do, ré, mi, hein, excusez-moi. Donc, la hauteur, c'est vraiment si c'est grave ou si c'est aigu. Et le timbre, en fait, donc c'est lié à la composition spectrale. On va afficher juste après, le slide d'après. Voilà, donc la composition spectrale, là, vous avez deux compositions spectrales qui ont la même fréquence, donc la même hauteur de son, qui est la fréquence fondamentale, c'est-à-dire le tout premier pic que vous voyez sur ce spectre. Et après, par contre, vous voyez qu'il y a plus ou moins de pics, c'est ce qu'on appelle plus ou moins d'harmoniques. Donc c'est lié aux harmoniques qu'il y a dans le signal. Il y a plus ou moins d'harmoniques qui ont plus ou moins des amplitudes différentes. Donc voilà, le timbre est lié à la fois à la présence des harmoniques et à leur amplitude relative.
Et tout à fait, l'amplitude avait été trouvée par Antoine sur Facebook. Bravo à toi. On peut passer à la 5e question. Alors, 5e question, c'est peut-être un chapitre que vous n'avez peut-être pas encore vu, mais c'est au programme, c'est sur les transmissions d'informations. Donc là, on demande, le signal émis par une télécommande est-il analogique ou numérique? Et je vous donne ici le signal de la télécommande. Donc vous voyez que ça fait des pics, ça descend, ça monte. Alors, la première réponse nous vient d'Aline qui nous dit analogique. Alors je vais vous aider un petit peu pour ceux qui n'ont pas encore fait le chapitre. Je vais vous donner la différence entre un signal analogique et un signal numérique. Donc un signal analogique peut prendre différentes valeurs, une infinité de valeurs en fait, alors qu'un signal numérique peut prendre seulement 2 valeurs. Alors, on a une petite blague sur le chat. Que disent deux physiciens qui se voient le matin? Bon, Joule. Bien joué. Non, c'est une bonne blague de physique. Ça nous a fait rire, donc on voulait vous la partager. Alors on a autant d'analogique que du numérique. Oui, l'analogique est arrivé en premier, et puis après, donc, les gens nous ont plus dit du numérique. Donc effectivement, ici, c'est du numérique, puisqu'en fait, vous voyez qu'on peut avoir seulement 1 ou 0. Donc on n'a bien que 2 valeurs. Les traits que vous voyez en vertical, ou en verticaux, les traits verticaux, voilà, comme ça c'est plus précis. Voilà. En fait, ce ne sont pas des valeurs, parce qu'on passe directement du haut au bas. Donc on n'a bien que 2 valeurs possibles, c'est un signal numérique. Allez, 6e question. Ah, une onde mécanique progressive. Donc il y a plusieurs possibilités de réponse. Hein. Ça peut être 0, 1, 2, 3 ou 4. Donc une onde mécanique progressive est un transport de matière sans transport d'énergie, est un transport d'énergie sans transport de matière, a besoin d'un support matériel pour se propager, est une onde lumineuse les ondes lumineuses en font partie. Pardon. Alors, Julien, donc, sur YouTube, qui nous dit donc, que c'est un transport d'énergie sans transport de matière. Donc, n'hésitez pas à vous aussi nous formuler toutes vos réponses. Et n'oubliez pas, il y a une possibilité de réponse multiple, comme Laetitia qui nous propose donc la réponse B et la réponse C. Et Kylian, lui, va encore plus loin et nous propose la B, la C et même la D. J'ai l'impression qu'au moins tout le monde est à peu près d'accord pour nous dire au moins la réponse C, à savoir un support de matière pour se propager. La réponse B aussi. Ouais, la réponse B revient beaucoup aussi. Et Mathsens nous propose la A et la C. Alors, ce qui est bien, c'est que vous ne proposez pas la A et la B en même temps, hein, parce qu'elles s'excluent l'une l'autre, bien sûr. Donc la majorité ont quand même assez raison. C'est la B et la C. Donc c'est un transport d'énergie sans transport de matière. C'est vrai aussi pour les ondes électromagnétiques. Ça a un besoin d'un support matériel pour se propager. Par contre, ce n'est pas vrai pour les ondes électromagnétiques. Donc les ondes mécaniques ont besoin d'un support, alors que les ondes électromagnétiques n'ont pas besoin de support pour se propager. Bravo à Antoine sur Facebook qui vient d'enchaîner 2 bonnes réponses. Bravo à toi. Alors, question suivante. Alors, on part sur la relativité restreinte. Peut-être un chapitre un peu flou pour vous. Ne vous inquiétez pas, ce sera au bac des questions qui seront de généralité si vous avez assez compris le chapitre. Donc, par exemple, en relativité restreinte, est-ce qu'on a une dilatation du temps? Est-ce que la durée des phénomènes est identique dans tous les référentiels? Est-ce que la vitesse de la lumière est identique dans tous les référentiels? Est-ce que la relativité restreinte n'a pas d'impact pour des vitesses inférieures à 5% de C, C étant bien sûr la vitesse de la lumière? Alors, Jeanne nous propose A et C. On a aussi des réponses A. On nous propose sinon ADC ou DA, ou même ACD. Oui, ACD revient donc à 2 reprises.
mais c'est vrai que vous êtes tous plutôt d'accord pour nous dire au moins la A et plutôt la C, je dirais. Donc, à savoir, il y a une dilatation du temps et la vitesse de la lumière est identique dans tous les référentiels. Eh bien, c'est bien, vous avez quand même retenu les deux choses les plus importantes de la relativité restreinte. Donc, c'est le premier postulat que la vitesse de la lumière, donc c'est le deuxième postulat de la relativité restreinte, hein, mais que la vitesse de la lumière est identique dans n'importe quel référentiel. Et ça c'est en contradiction avec la mécanique classique. Ensuite, à cause de ce postulat que la vitesse de la lumière est identique dans tous les référentiels, vous avez une dilatation du temps, une dilatation des durées. C'est-à-dire que le temps propre est toujours plus petit que le temps mesuré. Alors après, pour la réponse D, c'est un peu plus compliqué. Donc, bien sûr, en fait, la relativité restreinte a un impact, et c'est pour ça qu'elle a été théorisée. Mais par contre, quand on reste dans des vitesses assez faibles, comme inférieures à 5% de la vitesse de la lumière, la dilatation du temps va être très 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 faible et du coup ne va pas impacter dans la vie de tous les jours. Allez, on passe à la question suivante. Alors, le phénomène d'interférence, on revient sur les ondes. Donc, le phénomène d'interférence s'explique par la nature ondulatoire du phénomène, s'observe avec deux ondes de longueur d'onde différentes. L'interférence est constructive si les deux ondes sont en phase, se manifeste lorsque l'onde rencontre une ouverture ou un obstacle. Je rappelle que vous pouvez aussi poser vos questions en physique-chimie, que ce soit même des questions de méthodologie. On essayera d'y répondre avec plaisir. Alors Maxence nous dit bravo pour ce live, c'est une excellente idée. Bah, merci à toi et je ferai passer le message à toute l'équipe qui travaille sur ce live. Alors Julien nous propose A et D, Nedjar et Rotli nous proposent la réponse B et après c'est plutôt varié. La C et D au moins revient beaucoup, après vous la mariez parfois avec la réponse A aussi. Donc du coup, quelles étaient les bonnes réponses? Donc il faut peut-être revoir un petit peu ça et surtout faire la différence entre le phénomène d'interférence et de diffraction. Donc c'était les réponses A et C et le D c'est pour la diffraction. Donc la diffraction c'est quand on rencontre un obstacle ou une fente, il y a un phénomène de diffraction. Pour le phénomène d'interférence c'est avec les fentes Young, c'est-à-dire il faut avoir deux fentes et il faut avoir une source lumineuse cohérente, c'est-à-dire une source lumineuse qui a la même fréquence. Donc on ne peut pas avoir d'interférence avec deux sources différentes, avec des fréquences différentes. Donc elle s'explique par la nature ondulatoire du phénomène, bien entendu, on ne peut pas avoir d'interférence avec autre chose que des ondes. Et donc l'interférence est constructive lorsque les ondes sont en phase. Donc vous avez en bas deux schémas. Donc vous avez à votre gauche des ondes constructives. Donc vous voyez que vous avez deux petites ondes en bas qui sont en phase et qui du coup vont doubler l'amplitude. Elles vont s'ajouter l'une l'autre. Alors qu'à droite, vous avez deux ondes qui ne sont pas en phase, qui sont en opposition de phase exactement. Et donc en opposition de phase, elles vont s'annuler et du coup il va y avoir une tache noire sur l'écran. Vous avez les franges brillantes qui sont les interférences constructives et les franges sombres qui sont donc les interférences destructives. Et entre les deux, vous avez, quand vous n'êtes pas en phase ni en opposition de phase, mais entre les deux. Alors on a une nouvelle blague de physique de Monsieur Turnache qui nous dit que dit l'ion hydrogène en quittant un endroit H+. Pour A+. Non, elle est pas mal. Allez, question suivante. Alors, nous allons sur une question de mécanique avec de l'énergétique. Donc, nous avons ce graphique représente l'évolution énergétique d'un pendule. Donc, je vous rappelle, un pendule, c'est un fil avec une boule, on tire et il oscille. Donc, voici l'énergie d'un pendule. Alors,
Donc, petit a, l'énergie potentielle est en rouge. Petit b, il ne représente qu'une oscillation. C, l'énergie mécanique est constante. Et D, il y a des frottements. Alors, Jeanne nous propose la réponse C, Julien la réponse ABC, Haribo BC. Et après, donc on a de la réponse C, de la réponse B, B, C, D. Ah non, B et C finalement. Alors Antoine sur Facebook nous dit C et D, Mickaël nous dit réponse C. Et Maria, réponse C. Alors, quelles étaient les bonnes réponses? Alors, si vous avez regardé le schéma correctement, vous auriez pu voir qu'il y avait déjà les réponses en haut, hein, parce qu'on n'a pas enlevé le... Mais bon, alors du coup, donc ça représente qu'une oscillation, hein, puisqu'en fait, on imagine, on prend le pendule et on le met ici, donc il a une énergie potentielle non nulle, et pour l'instant, une énergie cinétique nulle. Au moment où je le lâche, il n'a pas de vitesse, hein. Donc je rappelle, l'énergie cinétique, c'est l'énergie qui est liée à la vitesse, et l'énergie potentielle, c'est l'énergie qui est liée à la pesanteur de la Terre. Donc à partir du moment où je le lâche, son énergie potentielle va diminuer puisqu'il va se rapprocher du centre de la Terre. Par contre, son énergie cinétique, elle, va grandir. Donc on voit l'énergie potentielle qui est en vert, qui va diminuer, l'énergie cinétique qui est en rouge, qui va monter. Et donc elle, l'énergie mécanique, qui est égale à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle, elle va, elle, rester constante. Donc, effectivement, il y a des frottements quand je fais normalement cette expérience, sauf que ici, dans le schéma que je vous ai donné, c'était un schéma sans frottement. Si vous avez des frottements, vous avez donc l'énergie mécanique qui, elle, n'est pas constante, puisqu'il va y avoir les frottements qui vont diminuer cette énergie. Donc, j'ai mis un deuxième schéma où vous voyez en fait plusieurs oscillations d'un pendule avec frottement, donc c'est-à-dire avec une diminution de l'énergie mécanique. Allez, question suivante. Alors, une petite question. Vous imaginez que vous avez une petite piscine dans votre jardin. Vous voulez la remplir et vous voulez la chauffer parce qu'il fait un peu froid. Donc, comment passer 200 litres d'eau de 15 degrés à 37 degrés? Donc, quelle énergie il va vous falloir? Comment on calcule ça? Donc vous avez 3 réponses possibles pour l'énergie et en bonus, à savoir si l'énergie est en kilowattheure ou non. Donc je vous rappelle que M, c'est la masse. Ici, C, c'est pas la vitesse de la lumière, mais c'est l'énergie massique. Et delta T, c'est la température. Alors maintenant, si tu me dis, je ne connais pas ce chapitre, peut-être que tu vas, normalement, tu devrais le travailler dans les derniers mois et demi qui te restent avant le bac. Donc ne t'inquiète pas. C'est le chapitre de transfert énergétique. Alors pour l'instant, c'est quasiment une intégralité de réponse A, à savoir delta E égale MC delta T. Bon bah c'est bien, vous connaissez bien ce chapitre. Par contre, il fallait aussi rajouter la réponse D. Donc effectivement, l'énergie, la plupart du temps, vous l'avez en joules, et c'est une bonne réponse, mais elle peut être aussi en kilowattheure, à ne pas confondre avec les watts ou les kilowatts qui, eux, sont une puissance. Mais les wattheures ou les kilowattheures sont une énergie. 1 kilowattheure est égal à 3600 kilojoules. Alors, oui, en effet. C'était A, nous demande à Wissam. C'était la A et la D. On va passer à la chimie. Donc 10 questions de chimie à présent. Donc n'hésitez pas à continuer à nous répondre et à poser vos questions sur la chimie. Allez, c'est parti. Donc question numéro 11. Alors là, il va falloir pour la chimie avoir un petit crayon et un petit papier parce qu'il faut faire des dessins. Le premier, c'est de dessiner cette molécule qui est ici en formule topologique. Il faut la dessiner en formule semi-développée. Donc on vous laisse un peu de temps
le temps que vous preniez un petit stylo et que vous redessiniez ceci. Donc, on ne pourra pas vérifier ce que vous dessinez malheureusement. Donc, on vous laisse un petit peu de temps pour essayer de vous la représenter chez vous et on vous dévoilera la réponse juste après. La chimie, c'est horrible. Moi aussi, Ouais. je préfère la physique, mais bon, c'est pas si horrible que ça, la chimie. Non, pas la chimie. Ah bah, vous avez raison. La physique, c'est mieux. Alors, Maxence nous dit, est-ce que le live sera retransmis? Alors, je ne sais pas ce que tu entends par retransmis, mais en tout cas, tu pourras, si c'était ça ta question, le visionner en replay dès la fin de ce live directement sur ce même live. En fait, il sera disponible en replay, que ce soit sur Facebook et sur YouTube. Alors, on va vous afficher la réponse. Alors, pour vous rappeler déjà, une formule semi-développée, c'est une formule développée où on ne développe pas les H. Donc, on développe tout sauf les H qu'on accole au carbone. Donc, ici, il n'y avait que des carbones et des hydrogènes. Il ne faut pas oublier les doubles liaisons. Voilà, c'était normalement pas compliqué. Alors, si vous avez eu des difficultés, je vous invite à vous exercer, à passer des formules topologiques à développer ou l'inverse. Et comme vous rappelle Michel sur YouTube, n'hésitez pas à nous suivre sur notre page Facebook, donc à savoir Superbac, pour vous qui êtes futurs bacheliers, on l'espère. Voilà, donc n'hésitez pas non plus à nous dire si vous avez bel et bien trouvé le même schéma là. Par exemple, on a une question, donc qu'est-ce que cette question peut-elle tomber au bac? Est-ce qu'on peut nous C'était demander... une question du bac. Alors, je ne sais pas si c'était une question du bac de l'année dernière, je crois bien, parce que j'ai pris des questions de bac de l'année dernière jusqu'à 2013. Donc, celle-ci, c'était une question du bac, oui. Très bien. D'ailleurs, dans le même exercice du même bac, il y avait cette question aussi. Cette molécule est-elle chirale? Alors, Julien Hergé qui nous dit « J'ai jamais compris la chiralité ». Jamais compris la chiralité. Alors, est-ce qu'on peut avoir une définition Allez, plutôt je vais vous aider, rapide? c'est quoi la chiralité? Alors, la chiralité, c'est si je fais l'image de la molécule dans un miroir, est-ce qu'elle est superposable à cette image? Donc, si elle n'est pas superposable à son image dans le miroir, alors elle est chirale. Vous avez un exemple, ce sont vos mains. Vos mains sont chirales, c'est-à-dire, si je fais l'image de cette main dans le miroir, je vais obtenir cette main. Et elles ne sont pas superposables. Alors, il ne faut pas essayer de les superposer comme ça. Il faut essayer de les superposer le dessus avec le dessus. Et là, ça ne marche pas. Non. Ou alors, vous avez deux mains gauche ou deux mains droite. On ne vous juge pas, hein, vous avez le droit, c'est pas grave. Mais cette main, elle est chirale, puisque si j'essaye de la superposer avec son image dans le miroir, c'est pas possible. Une deuxième possibilité de savoir si une molécule est chirale, c'est de voir si elle a un seul et unique carbone asymétrique. Alors là, du coup, il va falloir que je définisse c'est quoi un carbone asymétrique. Donc un carbone asymétrique, c'est un carbone qui a 4 liaisons vers 4 groupes différents. Donc s'il a une double liaison, déjà, il n'est pas asymétrique. S'il est lié à 2 hydrogènes, il n'est pas asymétrique, etc. Donc il faut vraiment avoir un seul carbone asymétrique dans une molécule, et dans ce cas, on peut dire qu'elle est chirale. Donc vous avez deux possibilités pour savoir si cette molécule est chirale ou non. Alors, les réponses, certains nous disent que oui, elle l'est, et d'autres nous disent que non, parce qu'elle ne possède pas de carbone asymétrique. On nous dit même qu'il y a un carbone asymétrique en bas de la liaison arrière. En bas de la liaison arrière, alors ce serait plutôt en haut de la liaison arrière. Alors, on va passer, je pense, à la réponse. Ça vous éclaircira tous. Alors, il y a une question, ce n'est pas au moins un carbone asymétrique? Non, parce qu'en fait, si on a deux carbones asymétriques, il est possible que ça change la symétrie de la molécule. Donc, c'est bien un seul et unique carbone asymétrique. Donc, si vous en avez plus, vous ne pouvez pas le déduire de cette possibilité. Donc, il faut bien faire l'image dans le miroir pour voir si elle est superposable. Voilà. Donc oui, elle était chirale, donc il y a, donc, soit vous essayez de faire l'image dans le miroir, c'est ce que j'ai fait en bas. Donc vous voyez que si on fait son image dans le miroir, elle n'est pas superposable parce qu'il y a une liaison qui va vers l'arrière et une liaison qui va vers l'avant.
Et en fait, du coup, quand vous essayez de les superposer, donc là, j'ai fait son image dans le miroir et je l'ai retournée, et vous voyez que c'est pas superposable. Non, en fait, j'ai fait une erreur. Normalement, les deux sont des liaisons arrière. Hein. Les deux sont des liaisons arrière, ce qui fait que quand vous retournez la molécule, ça devient une liaison avant, donc elles ne sont pas superposables, parce qu'il y en a une qui va vers l'arrière, alors qu'il y en a une qui va vers l'avant. Et sinon, il y a un carbone asymétrique, c'est le carbone qui était en haut de la liaison arrière, donc il est asymétrique puisqu'il est lié à un H, à un C en bas, et donc à un CH2 et CH2. Vous allez me dire c'est la même chose. Oui, sauf qu'en fait, il faut bien aller jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il est lié à un CH2 puis un C qui a une double liaison O. Alors que de l'autre côté, il est lié à un CH2, un CH et une double liaison C. Donc il n'est pas lié au même groupe. Parfait, on peut passer à la question suivante. Ah, dans mon cours, il y a écrit au moins 1. Alors attendez, je vais vérifier dans le livre parce que j'ai vérifié ça dans le livre aussi. Je vais vous poser la question suivante pendant que je vérifie. Donc il faut faire apparaître les flèches courbes qui expliquent la rupture et la formation des liaisons. Donc je vous laisse regarder les liaisons qui en plus, en moins, avec quoi elles se sont faites. Alors la chiralité des molécules. On va vérifier ça. Dosage, spectre. Spectre, transformation. C'était 281. Non, parce que je l'ai vérifié, alors j'ai peut-être mal lu. Voilà. Moi, j'ai dans le livre une molécule possédant un seul atome de carbone asymétrique est chirale. Voilà. Si vous voulez, c'est le livre de physique de moi. Alors, c'est possible du coup qu'il y ait une erreur quand tu as recopié le cours, mais c'est bien un seul atome de carbone asymétrique. J'ai vérifié. Parfait. Donc là, pareil, on ne va pas pouvoir vérifier vos réponses. Donc, on va afficher la bonne réponse et vous nous direz si vous avez bel et bien trouvé la bonne réponse. Voilà, donc en fait, il y a des règles qui régissent ça. Donc, normalement, vous mettez les demi-charges et celui qui a une électronégativité plus forte garde la liaison. En fait, dans les faits, c'est encore plus facile que ça, puisque la plupart des molécules, c'est assez facile à voir, sans même connaître cette règle, quelles sont les liaisons qui gardent. Puisque vous voyez bien, si vous faites la différence entre ce qui est en haut et ce qui est ce qui est à droite et ce qui est à gauche, donc vous voyez la première relation, donc la première équation, vous voyez que le O a fait une liaison avec le H. Le H, lui, il n'a pas de liaison. Donc forcément, c'est la liaison du haut qui va chercher le H. Donc c'est toujours la liaison qui va chercher l'atome, hein, pas l'inverse, c'est pas l'atome qui va sur la liaison. Donc c'est la liaison qui va chercher l'atome. Ensuite, la deuxième équation est un peu plus complexe, mais vous voyez que le O, si vous regardez à l'arrivée, le O, il a 4 liaisons avec celle du C, donc il a 2 liaisons non liantes et 2 liaisons liantes. Alors que vous voyez qu'il a aussi 1, 2, 3, 4 liaisons. Donc vous voyez bien qu'en fait, il y a une de ces liaisons qui est passée de liaison liante avec le C à liaison non liante, forcément. Et ensuite, vous voyez que le C, il a 4 liaisons au départ et la fin, sachant qu'il en perd une qui va sur le O. Du coup, il n'a que 3 liaisons. Donc c'est forcément l'autre, le R'-OH, qui va, avec sa liaison, aller chercher le C. Donc regardez bien, ça tombe souvent au bac. Hein. Donc si vous ne savez pas le faire, je vous invite vraiment à vous exercer sur des exercices de bac. Hein. Vous allez en trouver sur Internet ou dans vos annales de livres. Et vraiment, ça tombe très souvent. Et c'est pas si compliqué que ça, puisque c'est vraiment quelles sont les liaisons qui restent. Je compte les liaisons autour de mes atomes et c'est la liaison qui va chercher l'atome. Très bien, on peut passer à la question suivante. Alors,
Alors, on me parlait d'énantiomère avant, donc on va faire la liaison. On m'a demandé donc, si elle est chirale, c'est un énantiomère. Alors, il y a une petite différence là-dessus, mais du coup, je répondrai quand je donnerai la réponse de celle-ci. Donc, quel type d'isomérie, quel est le type d'isomérie de ces molécules? Donc, vous avez deux molécules là, en bas, à droite et à gauche, et il faut savoir si c'est une isomérie ZE, si c'est un énantiomère, justement, si c'est une stéréoisomérie, stéréoisomérie, il manque un i, désolé. Ah. Stéréoisomérie de conformation ou un diastéréoisomère. Alors Antoine, tu nous disais sur Facebook par rapport à la question d'avant, donc étape A, la double liaison de l'oxygène est partie vers l'hydrogène seul, et APEB, la double liaison, et non, je pense que c'est étape B, la double liaison va vers l'oxygène, et pareil pour le 0 d'en bas. Ça paraît correct? Ça me paraît correct. Si j'ai pas le, Oui. le truc, ça me semble un peu plus difficile, mais la double liaison de l'oxygène partie vers, voilà, c'est ça. Seul, je sais pas ce qu'il veut dire par là. Très bien, donc tout ce qui est chimie verte peut-elle Voilà. tomber au bac? Oui. Après, il n'y a pas de formule ou de définition à connaître spécifiquement à cette chimie-là. Par contre, vous allez avoir au bac beaucoup de documents. Donc, je vous invite vraiment à vous exercer sur des annales parce que, contrairement aux exercices qu'il y a dans votre livre, il y a beaucoup de documents à lire. Les exercices sont assez gros et longs et que voilà, vous avez tous les documents au début. Et c'est possible qu'à la toute dernière question, après 1 heure d'exercice, vous devez revoir les documents dans un petit endroit, donc vraiment. Donc vous allez avoir beaucoup de documents avec beaucoup d'informations qui peuvent être sur de la chimie verte. Donc si vous connaissez déjà la chimie verte, ça peut vous aider. Par contre, il n'y a pas ni de formule, ni de définition particulière à connaître pour ce chapitre-là. Très bien, donc il y a une très grande majorité de réponses C, donc à savoir énantiomère. Et Julien nous propose même de coupler donc la réponse C avec la réponse B. Alors, quelle était la bonne réponse? La réponse C, c'est un énantiomère. Donc comme ça, je vais pouvoir expliquer la différence entre une molécule chirale et deux molécules énantiomères. Donc je viens de le dire en fait, c'est que la chiralité, c'est sur une seule et unique molécule. C'est-à-dire qu'une molécule est chirale si elle n'est pas superposable à son image dans le miroir. Et deux molécules sont énantiomères si elles sont images l'une de l'autre dans un miroir, mais non superposables. Hein, parce que si en fait elles sont images l'une de l'autre dans un miroir mais qu'elles sont superposables, ça s'appelle être la même molécule en fait. Hein. Donc d'abord, pour savoir voilà, quelle est la stéréoisomérie d'une molécule, il faut commencer déjà par regarder si vous pouvez passer d'une molécule à l'autre juste en faisant une rotation. Si vous avez juste à faire une rotation, ça va être un stéréoisomère de conformation. Ensuite, vous vérifiez si les molécules sont images l'une de l'autre dans un miroir. Là, c'est le cas. Vous voyez que clairement, c'est pour ça que je vous les ai mis en face l'une de l'autre. Hein, c'est qu'elles sont images l'une de l'autre dans un miroir. Mais que si vous essayez de les superposer, donc vous la retournez et en fait, vous voyez que le H, il va vers l'arrière sur les deux molécules là, comme elles sont représentées. Mais si vous les retournez pour les superposer, le H va aller vers l'avant, alors que le CH3 va aller vers l'arrière. Et du coup, le H et le CH3 se superposeront pas. Et enfin, si vous avez fait ces deux choses et que vous avez répondu non aux deux questions, et dans ce cas, c'est un diastéréoisomère. Parfait, on peut passer à la question numéro 15. Alors, ici, une question de chimie organique. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut savoir passer des formules topologiques à développer, mais aussi l'inverse, hein, des formules semi-développées à topologiques. Donc là, c'est la première question, c'est aussi une question de bac. Donc, vous allez m'écrire cette équation avec les formules topologiques. Et vous allez entourer les groupes caractéristiques et les nommer. Et donc ça, il faut vraiment bien savoir par cœur tous les groupes caractéristiques et les reconnaître parce que vous avez 90% de chances que ça tombe au bac. Donc il faut bien tous les connaître, bien tous savoir les reconnaître. Pas besoin par contre de savoir nommer une molécule trop compliquée avec par exemple 2, 3 groupes caractéristiques. Là, on ne vous demandera pas de les nommer.
Alors, en attendant que vous puissiez faire ça donc depuis chez vous avec un stylo et une feuille, une question, on nous demande c'est quoi la chimie verte? C'est quoi la chimie verte? Alors la chimie verte, c'est une chimie écologique en fait. C'est-à-dire une chimie où on va essayer d'utiliser le moins de produits qui pourraient être nocifs pour l'environnement. Très bien. Et Julien nous dit je confonds toujours configuration et conformation. Oui. Un Alors, petit conseil. oui, en fait, si, en fait, tu regardes tes molécules. D'abord, tu regardes si c'est possible de passer d'une molécule à l'autre en faisant juste une rotation. Donc, en général, ce sont des molécules où il y a deux côtés, une liaison au milieu, deux côtés qui sont avec 3 trucs de chaque côté. Donc, si je peux juste rotationner, enfin faire une rotation, dans ce cas, c'est un stéréoisomère de conformation. Sinon, c'est de la configuration. Et dans la configuration, il y a les énéanthomères et les diastéréoisomères. Donc, énéanthomères, image l'un de l'autre dans un miroir, mais pas superposable. Diastéréoisomères, tous les autres. Alors, on nous propose le groupe carboxyle et Julien nous demande carboxyle et cétone, point d'interrogation. Alors, on nous dit l'acide levulinique, il y a l'alcool, OH, à la fin. Alors faites bien attention, quand vous cherchez les groupes caractéristiques, de bien regarder tout autour. Je suis d'accord que le OH, c'est lié à de l'alcool. Sauf que si le OH il est lié à un C avec une double liaison O, ce n'est plus de l'alcool. Alors, Aline nous dit de l'acide levulinique, à savoir du cétone et de l'acide carboxylique. Alors, comment différencier entre conformation et stéréisomérie? Entre conformation et Ouais. stéréoisomérie. Alors en fait, les deux sont de la stéréoisomérie. Donc en fait, vous avez vu normalement en seconde les isomères. Donc les isomères, c'est une même formule brute, mais une formule développée différente. Voilà, ça c'est un isomère. Les stéréoisomères, en fait, ils ont une formule développée identique, mais une configuration dans l'espace, donc quand vous faites avec CRAM, donc vers l'avant, vers l'arrière, tout ça, qui est différente. Ça, c'est un stéréoisomère. Donc les stéréoisomères sont des stéréoisomères de conformation ou de configuration. Alors, vous avez été nombreux à nous faire des propositions, donc je vous propose qu'on affiche la réponse. Donc pour passer d'une formule semi-développée à topologique, je vous conseille juste de regarder les C. Donc la formule topologique, on fait à chaque fois qu'on a un C, donc au bout de la chaîne, enfin au bout on a un C, puis après à chaque fois qu'on a un C, on fait une ligne brisée en fait. Et à chaque bout de cette ligne brisée, il y a un C. Donc d'abord, vous faites ça pour tous les C, et ensuite, vous ajoutez les doubles liaisons et éventuellement les doubles liaisons O et OH. Donc bien sûr, on n'écrit rien si c'est des C. Par contre, si c'est autre chose qu'un C, on écrit que c'est un O ou un OH. Donc nous avions dans le premier, donc l'acide luvénique, on a la fonction cétone et donc la fonction acide carboxylique et non pas alcool, puisqu'il y a une double liaison O avec. Et ça nous donne une fonction hydroxyle, donc ça c'est un alcool. Et une fonction acide carboxylique qui est toujours ici. Allez, on peut passer à la question numéro 16. Là, il y avait une question, c'est grave si on nomme les groupes au lieu des fonctions. Grave, je ne sais pas, mais en tout cas, ce n'est pas la réponse à la question. Donc, faites bien la différence entre les groupes, par exemple l'acide carboxylique, ou le composant hydroxyle et la fonction. Donc l'hydroxyle, il a une fonction alcool. Donc vous avez dans votre livre, en général, à la toute fin ou au tout début, dans le rabat de votre livre, vous avez le rappel de tout ça. Alors, nous allons maintenant faire les spectres RMN du proton. Donc, donner le nombre de pics ainsi que la multiplicité du spectre RMN associé à cette molécule. Ouh, ça doit peut-être dater parce que normalement, c'est un peu au début de l'année que vous faites ça. Donc, essayez d'avoir les groupes de protons équivalents et pour chaque groupe, dire combien il va y avoir de pics dans le signal.
Alors, Julien nous répond donc 2 pics. Il faut les multiplicités des pics aussi. Aussi, ouais. Donc en fait, on appelle le spectre RMN est formé de plusieurs pics et chaque est formé de plusieurs signaux. Et chaque signal a plusieurs pics. Hein. Donc c'est d'abord spectre, puis signaux, puis pics. Donc on ne dirait pas qu'un pic singulier, on dirait 4 signaux singuliers. 4 signaux avec un seul pic. Et Aline nous dit 3 signaux. Donc on vous laisse un petit peu de temps pour que vous puissiez faire le calcul chez vous. Alors, voilà, j'aime mieux 2 signaux avec 0 et 1 pic. Là, c'est peut-être pas la bonne réponse, mais c'est une réponse qui est complète. Exactement. Alors, Repli nous dit 4 pics, mais on n'a pas la multiplicité non plus. Donc, je peux vous aider déjà. Effectivement, il y a 4 signaux. Il faut me donner la multiplicité de chaque signal maintenant. Alors, Laetitia nous dit premier groupe 1 pic, deuxième groupe 3 pics et troisième groupe 1 pic. Bon, tu nous donnes les 4 pics. Est-ce que ça, au moins, c'était bon? Oui, sauf qu'il manque un signal. Ouais. Alors, pour reconnaître les groupes de protons équivalents, il faut en fait que, donc en général, c'est les groupes de protons. Alors, quand j'appelle protons, en fait, c'est des hydrogènes. Hein. C'est la même chose, proton, hydrogène, c'est pareil. Donc, les groupes d'hydrogène qui sont équivalents, les groupes de protons équivalents, c'est des groupes qui ont le même environnement. Donc, en général, ce sont les hydrogènes qui sont sur le même carbone, sauf exception, dans l'exception où la molécule est symétrique. Et dans ce cas, on peut avoir, par exemple, sur les deux côtés. Ici, ce n'est pas le cas, la molécule n'est pas symétrique. On a presque une symétrie, sauf qu'à gauche, on a du CH3, alors qu'à droite, on a du tiret OH. Donc, ce n'est pas symétrique. Donc là, il va vraiment y avoir que des groupes qui vont être sur des C différents. Alors, on passe à la réponse. Donc voilà, donc le premier groupe, c'est les 3 hydrogènes du premier carbone, puis le CH2 et le CH2 sont des groupes différents parce que effectivement, si vous regardez tout de suite à côté, vous avez du CH2 et du double liaison O, sauf qu'il ne faut pas s'arrêter à ceux qui sont juste à côté, il faut vraiment regarder encore plus loin. Donc ce n'est pas une double liaison O de chaque côté, c'est une double liaison O et un CH3 pour le groupe vert, et une double liaison O et un OH pour le groupe rouge, donc ils n'ont pas un environnement identique. Donc ce sont 2 groupes de protons différents, 2 groupes de protons équivalents différents. Et nous avons en jaune, ça se voit un peu moins bien, mais nous avons en jaune le groupe du H qui est tout seul sur son oxygène. Ensuite, pour savoir ces signaux, combien ils ont de pics. Donc en fait, un signal de base, il a un pic. Plus, il a un pic par voisin. Donc les voisins, en fait, ce sont les hydrogènes qui sont liés à un carbone qui est lui-même lié au carbone du groupe de protons équivalents. Donc vous voyez que sur le groupe bleu, on regarde ce qui est lié à côté, c'est un C, mais il n'y a pas d'hydrogène sur ce C, donc il n'y a pas de voisin. Donc il a un seul pic, ça s'appelle un singulet. Pour le groupe vert, on regarde à gauche, il n'a pas de voisin, par contre à droite, il a 2 voisins. Donc il a un pic plus 2, ça fait 3 pics, ça s'appelle un triplet. De la même manière, nous avons un triplet pour le groupe rouge. Et pour celui qui est sur le H, en fait, il n'y a même pas besoin de regarder si ou non il y a des hydrogènes sur le C, puisque les hydrogènes qui sont liés aux oxygènes ou aux azotes ne vont pas avoir d'interaction avec les autres protons. Donc de toute façon, ils n'ont pas de voisins et ils ne sont pas voisins de qui que ce soit. Donc c'est forcément un singulet. Parfait, question suivante. Alors là, il va falloir faire un petit peu de calcul, donc je vous laisse prendre de quoi noter. Il faut savoir faire des petits calculs. Donc nous avons un volume de 0,75 ml d'une solution de
d'une solution méthanolique d'acide lévulinique. C'est aussi tiré d'un bac. Hein. La masse molaire de cet acide, c'est 116,1 g par mol. La concentration massique de cet acide, c'est 785 g par litre. Et ça réagit avec du dihydrogène, H2, hein, pour donner un volume V', 0,38 ml de stéréoisomère de la valérolactone. Donc là, j'ai mis bien tout l'énoncé pour que vous ne soyez pas perdu. Enfin, justement, ça va vous faire perdre, mais il faut justement vous exercer à ne pas être perdu quand vous avez un gros énoncé. Vous prenez un surligneur, vous surlignez les trucs. Le mieux, c'est encore de noter. Vous notez V, c'est ça, V', c'est ça. Voilà, vous essayez d'enlever tous les trucs qui ne sont pas importants et de noter vraiment qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui va me servir. Et donc, la question, c'est de calculer la quantité initiale d'acide luvinique transformé lors de cette synthèse. Alors, on demande s'il faut faire le tableau. Non, il n'y a pas besoin ici. Pas besoin ici. Alors, on vous laisse un petit peu de temps, histoire que vous ayez le temps de faire ce calcul. Mais c'est vrai que cet énoncé était compliqué à dire. C'est ça, compliqué à dire, mais surtout, voilà, il faut vraiment ne pas stresser parce que vous avez un gros énoncé. Lisez-le une fois peut-être. Vous pouvez aussi lire les 2 ou 3 premières questions avant de lire l'énoncé parce que des fois, dans les questions, ils vous disent, voilà, dans le document 1, donc à ce moment-là, vous lisez le document 1. Dans le document 2, à ce moment-là, vous lisez le document 2. Des fois, c'est pas dit, donc il faut bien ne pas oublier. De toute façon, tous les documents qui vous seront donnés doivent être utilisés dans l'énoncé. Donc si à un moment, vous êtes bloqué par une question et que vous ne savez pas quoi faire, regardez, revenez en arrière, regardez dans les documents si ça peut vous aider. Ici, on va avoir un gros énoncé avec plein de choses. Il faut faire le tri dans ces choses-là. Donc il faut aussi s'exercer à faire le tri dans les énoncés qui peuvent être très très longs. Alors, les premières réponses tombent, à savoir 0,59 mol. Et Laetitia qui nous dit 5,1 fois 10 puissance moins 3 mol. Alors, n'hésitez pas, prenez le temps, on vous en laisse encore un petit peu, histoire que vous puissiez terminer. Ibrahim qui nous dit 5,07 fois 10 puissance moins 3. Oui, donc là, je ne vous ai pas demandé d'arrondir. Donc, faites attention aux chiffres significatifs. Donc, vous comptez les chiffres significatifs et vous mettez dans votre résultat autant de chiffres significatifs qu'il y a de chiffres significatifs dans la valeur qui en a le plus petit. Alors, Ibrahim qui nous dit on calcule la masse d'abord à partir de Cm égale M sur V, puis N égale M sur grand M M. sur grand M. Oui, c'est ça. Alors, on va peut-être pouvoir afficher la réponse, comme ça vous pourrez voir si vous avez bon. Voilà, alors là, en fait, le volume V' ne servait pas. Bon, il sert en fait dans la suite de l'exercice, mais je vous l'ai laissé exprès justement pour que vous fassiez le tri dans ce qui est utile et ce qui n'est pas utile. Donc ici, ce n'était pas utile puisqu'on vous demande juste la quantité initiale qui va réagir. On ne vous demande pas quelle va être la réaction et qu'est-ce que ça va donner, juste combien en fait on en a mis. Donc, comme on nous l'a dit dans les commentaires, on doit d'abord calculer le nombre de moles. Enfin, voilà, on peut d'abord calculer la masse. Donc, moi, je l'ai fait en un seul calcul, mais vous pouvez, bien sûr, d'abord calculer la masse. Donc, la masse, c'est Cm fois V. Ou vous pouvez, bien sûr, le mettre directement dans le calcul. Donc, moi, j'ai mis que petit n, c'est petit m sur grand M, mais petit m, je ne l'ai pas. Donc, je regarde dans mon énoncé si je ne peux pas le calculer. Effectivement, petit m, c'est égal à Cm fois V. Donc, voilà. Après, j'écris mon calcul avec les chiffres. Donc, d'abord, il faut bien rester toujours avec les lettres jusqu'au moment où vous faites le calcul. Vous gardez le calcul vraiment pour la toute fin. Vous ne remplacez pas les chiffres avant la toute fin du calcul. Donc, je remplace par les chiffres et je compte le nombre de chiffres significatifs. 785, ça fait 3 chiffres significatifs. 0,75, ça c'est un seul chiffre, deux chiffres significatifs. Le 0 avant ne compte pas. C'est-à-dire les chiffres significatifs, c'est les chiffres qu'on écrit quand on écrit en écriture scientifique. Donc là, c'est normalement en écriture scientifique, c'est 7,5 10 moins 2.
Ah, ça y est, je ne me rappelle plus. Donc c'est 0,75 10 moins 3, donc ça fait 2 chiffres significatifs. Et donc sur 116,1, 4 chiffres significatifs. Donc on prend 2 chiffres significatifs, celui qui en avait le moins. Et donc ça fait 5,1 10 moins 3 mol ou bien 5,1 millimol. Alors, question de Julien qui nous dit, est-ce qu'on peut perdre des points au bac à cause des chiffres significatifs? Là, je dirais que ça va dépendre du correcteur. Mais en fait, plus simplement, moi je dirais qu'en fait, si par exemple là, au lieu de 5,1, vous mettez 5,02, c'est peut-être pas très grave, mais ça va donner une mauvaise image, ce qui fait que quand vous allez être limite sur une autre question, ben, on va plutôt tendance à pas vous donner les points qu'à vous donner les points. Et c'est surtout, ne donnez pas, si vous mettez 5,02, 86, 8, là non, là c'est pas possible, là effectivement on perd des points. Allez, question suivante. Alors, la question suivante, sur un titrage. Donc, on souhaite connaître la concentration d'acide éthanoïque d'une solution à l'aide d'un titrage pH métrique. La réaction de ce titrage est la suivante, donc je vous laisse la lire. Nous avons à côté le schéma qui est donné par l'expérience de titrage et on vous demande 4 possibilités, donc sachant qu'il peut y en avoir plusieurs de justes. La première, c'est la réaction est acido-basique. La deuxième, la réaction est une oxydoréduction. Donc à se rappeler, c'est quoi une réaction acido-basique, c'est quoi une réaction d'oxydoréduction. Petit c, le volume équivalent est environ de 16 ml. Et petit d, la concentration de l'acide, c'est égal au nombre de moles de OH- fois le volume équivalent divisé par le volume de l'acide. Alors, rapidement, enfin même plutôt rapidement, Ibrahim nous a dit donc réponse A, C et D. Rotli nous dit donc réponse A, à savoir la réaction est acido-basique. Alors, Aline nous propose exactement comme Ibrahim la réponse A, C et D. Julien, lui, s'arrête sur la A et C, mais c'est vrai que la A, C, D revient plus régulièrement. Alors moi je vais répondre à une question sur la précédente sur est-ce qu'il faut convertir en millimol? Non, c'est pas obligatoire, à part si dans la question il demande de donner le résultat en millimol, mais sinon vous pouvez le donner en mol, en kilomol, en millimol, peu importe, mais c'était juste plus joli, donc c'est pour ça que je l'ai fait. Ensuite pour les réponses là, je voudrais vous dire quand même de faire attention, essayez de faire peut-être une étude... une étude des grandeurs et des unités, ce qu'on appelle une analyse dimensionnelle pour la réponse D, parce que normalement il y a un truc qui colle pas. Pour le volume équivalent, est-ce que vous vous rappelez comment on le trouve le volume équivalent normalement en faisant un dessin? Parce que si vous essayez de faire le dessin, ça vous aidera peut-être. Alors Antoine sur Facebook nous dit A, C et D, mais apparemment la D n'est pas forcément la meilleure des options. Il faut réfléchir parce qu'en fait j'ai mis des réponses qui étaient proches de la réalité mais qui ne le sont pas peut-être. Bon, pour la A, déjà on est tous d'accord, c'est une réaction acido-basique. Puisqu'en fait on a un échange d'hydrogène. Donc c'est ça une réaction acido-basique, il y a un échange d'hydrogène. Donc on a le CH3COOH qui devient CH3CO-. Donc c'est un acide qui devient une base. Et OH- qui est une base qui devient H3O+. Bon après il y a de l'H2O aussi. Voilà, et les deux autres étaient fausses. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Déjà le volume équivalent, alors j'ai mis 16, alors, ok j'ai mis environ 16. Mais en fait c'est carrément plus 17 parce que si vous faites... Donc je vous rappelle, on va peut-être faire un petit dessin là. Ouais. Alors attention alors, micro. Attention micro. Ouais, exactement. Alors, juste assez rapidement, comment on fait le dessin pour trouver le volume équivalent? Donc on a quelque chose de ce goût-là, qui monte d'un coup et puis qui fait ça. Donc normalement, vous prenez votre règle, il faut avoir une règle. Vous tracez bien la tangente en ce point, donc à partir du moment où vraiment ça a une courbe, la tangente en ce point. Donc désolé si c'est pas très droit, hein, j'ai pas de règle moi, je suis mauvaise élève. Voilà.
la tangente en ce point. Voilà, donc le 16 était là, hein, je vous rappelle. Hein. Ensuite, vous tracez une perpendiculaire à la fois à lui et à lui. Vous trouvez le milieu, donc là c'est le milieu, et vous tracez la parallèle. Et vous trouvez là le volume équivalent. Ici, c'est le volume équivalent. C'est ni au début ni à la fin, c'est en plein milieu. Donc là, même sans tracer, vous voyez qu'en fait, c'est plus que 16 millilitres. Hein. Volume équivalent, ici, c'est plutôt 17 millilitres. Voilà, il faut bien savoir tracer ça, puisqu'on peut vous le demander à tracer à l'examen. Parfait. Alors, et du coup, pourquoi, et pour la dernière, pourquoi du coup, c'était pas la formule? Est-ce qu'on on pourra voir comment on calcule? Donc en fait, c'est pas NOH, mais COH, hein, puisque en fait, si j'ai un volume, donc j'ai le volume équivalent qui est divisé par le volume de l'acide, hein, analyse dimensionnelle, ça veut dire qu'on a des litres divisés par des litres, il n'y a plus de litres. Donc si je mets NOH, ça veut dire qu'en fait, le résultat va être un nombre de moles, et pas une concentration. Donc c'est bien la concentration de OH. Effectivement, c'est bien du 1 pour 1, puisque en fait, on va faire une réaction entre 1 CH3COH et 1 OH. Donc pour 1 qui va être consommé, il y en aura un qui sera consommé aussi. Donc du coup, la concentration va être identique. S'il y a un 2, dans ce cas, ce sera divisé ou multiplié par 2 en fonction de là où se trouve le 2. Et Ibrahim demande pourquoi on a besoin de l'extrémum. De l'extrémum. De l'extrémum. C'est comme ça qu'on trouve le volume équivalent. Je n'ai pas trop compris la question en fait. Très bien, n'hésite pas à nous la reformuler pour qu'on puisse y répondre. Allez, question 19. Voilà un tableau de réaction. Alors j'espère que vous savez bien remplir ça. Ça c'est une obligation aussi. Normalement vous l'avez bien vu l'année dernière. Il faut vraiment savoir remplir ces tableaux d'avancement sans erreur et sans hésitation. Donc là on vous demande quel est le réactif limitant de cette réaction. Hein. Donc c'est grâce au tableau d'avancement qu'on sait quel est le réactif limitant. Je vous laisse remplir les deux dernières lignes et du coup me donner c'est quoi le réactif limitant. Alors, HO-, c'est pour le basique, non? C'est la question. Alors, ça dépend. Parce que OH-, il est dans deux couples acido-basiques, en fait. Donc, on a soit H2O et OH-. Donc là, effectivement, le groupe H2O, OH-, c'est... Ah non, mais c'est pour le basique. Oui, effectivement, c'est pour le basique. C'est parce que je vous ai dit qu'en fait, il y avait des H2O qui apparaissaient, en fait. Donc OH-, c'est effectivement la forme basique de l'H2O, qui est l'acide. Et l'H2O peut être le base, qui est la base, avec le couple H3O+, l'acide, et H2O, la base. Donc c'est l'H2O qui peut être à la fois base et acide. Alors, les premières réponses tombent. On a donc deux réponses similaires, à savoir C3H8, et deux réponses similaires aussi, à savoir O2, pour le moment. Alors, il faut calculer en fait le X maximal qui est de cette réaction en fait. Alors, de nouveau une réponse O2. Alors, Camille qui nous dit It's a match, c'est égal 0,06 mol. Alors là, on a beaucoup plus de O2, effectivement. Voilà. Donc, initialement, on a 0,15 mol de C3H8, on a 0,30 mol d'O2, on a 0,0. Par contre, le truc, c'est que pour la réaction, à chaque fois qu'on prend une molécule de C3H8, on doit en prendre 5 de O2. Donc on fait des paquets, on en prend une de C3H8, on prend 5 molécules de O2. Donc quand je dis molécules, ça marche aussi par paquet de mol, parce qu'en fait, une mol, c'est un gros paquet de molécules. Donc si je prends un gros paquet de molécules, une mol de C3H8, bah c'est pareil, je dois prendre 5 moles de O2. Donc c'est pour ça qu'en cours, à chaque fois que 0,15, à chaque fois que j'en enlève une ou X en fait, parce que je ne suis pas obligée de les prendre par une mol, donc à chaque fois que j'enlève X mol, ben de l'autre côté, l'oxygène, j'en enlève 5. Donc ensuite, pour calculer le réactif, le X max,
pour savoir lequel est le réactif limitant. Mais on calcule le Xmax de C3H8, c'est-à-dire si on consomme totalement, on en consommerait 0,15. Mais le Xmax pour l'oxygène, en fait, on voit que il faut, pour que ça fasse 0, pour que l'oxygène arrive à 0, c'est au moment où on a consommé 0,06 mol. Donc c'est bien en fait, Xmax c'est bien 0,06 mol, et c'est bien l'oxygène qui va être consommé en entier en premier. Il restera du C3H8 qui n'aura pas pu être consommé parce qu'il n'y aura plus d'oxygène pour le consommer. Très bien, on peut passer à la dernière question. Alors, dernière question, encore un énoncé à rallonge exprès. Donc, encore une fois, notez les trucs qui vous semblent importants. Donc, on a une solution aqueuse de FDG, donc c'est le nom de la molécule, de concentration molaire, 5-10-8 mol par litre, qu'il faut diluer pour pouvoir l'injecter au patient. Pour cela, on prélève 2,5 ml de solution aqueuse de FDG que l'on introduit dans un flacon. On complète avec une solution saline pour obtenir 15 ml de solution diluée. Quelle est la nouvelle concentration molaire? Alors, Rotlis nous dit, sauf qu'on peut aussi déterminer le réactif limitant sans le tableau d'avancement. Alors, oui, vous pouvez le faire de tête. Après, c'est bien de faire le tableau d'avancement pour justifier ce que vous avez fait dans votre tête, parce qu'au final, vous faites quand même le calcul du fait que si vous faites 0,3 divisé par 5, c'est plus petit que 0,15 en fait. Et du coup, en adéquation avec sa remarque, il nous dit, est-ce qu'on est obligé de faire le tableau d'avancement sinon on n'a pas le temps? Non, à part s'il est demandé. Par contre, il faut justifier pourquoi le dioxygène est le réactif limitant. Donc il faut bien au moins faire le calcul que 0,3 divisé par 5, c'est plus petit que 0,15. Et quand même, la meilleure manière de le justifier, c'est quand même de faire le tableau. C'est plus propre que n'importe quelle phrase que vous pourrez écrire qui sera peut-être pas tout à fait claire. Alors, on vous laisse encore un peu de temps pour que vous puissiez nous donner vos propositions. C'est vrai que l'énoncé était quand même assez important, donc on vous laisse prélever les informations qui vous semblent pertinentes. Et Sabouche nous propose 7,5 fois 10. Je pense que c'est... Moins 10. Ouais, exposant moins 10. J'en profite également pour vous rappeler que vous pouvez aussi retrouver pas mal de quiz et de vidéos et de cours dans notre application, donc Bac S by DigiSchool, que vous pouvez télécharger gratuitement, que ce soit sur l'App Store ou sur l'Android Store. Et ces applications sont 100% gratuites. Alors, est-ce que la concentration molaire peut changer? Question de Maynaida. Oui, d'ailleurs c'est la question, la concentration molaire peut changer. La concentration molaire, c'est le nombre de moles que j'ai dans un litre de solution. Donc après, si je rajoute de l'eau, du coup j'aurai une moindre concentration. Donc là normalement la concentration que vous allez trouver, ça va être une concentration plus faible. Je vous rappelle que c'est une dilution, donc normalement dilution, vous devriez penser tout de suite à une petite formule qui devrait vous aider très rapidement pour le calcul. On n'a que des réponses différentes. Oui, tout à fait. Vous n'oubliez pas les parenthèses dans les calculs de votre calculatrice, parce que ça peut arriver aussi. Alors, on va peut-être afficher la réponse et voir le cheminement, savoir si vous aviez tout bon. Voilà, on a quand même la réponse juste 2 fois. C'est très bien. Donc la dilution, c'est C1V1 égale C2V2. C'est-à-dire la concentration de la solution mère fois le volume de la solution mère que vous avez mis, pas le volume de la concentration. Si vous avez 1 litre de solution mère mais que vous en prenez que 15 ml ou 2,5 ml, c'est 2,5 ml, c'est celui que vous prélevez.
est égal à la concentration de la solution phi, donc en général c'est ce que vous cherchez, divisé par le volume de la solution phi. Donc pareil, c'est le volume de la solution que vous avez au total à la fin. Donc ici on a 15 ml à la fin. On a prélevé 2,5 ml. Et donc on a une concentration de base. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, vous gardez les lettres jusqu'à que vous devez faire le calcul. Donc là j'ai bien gardé les lettres en écrivant C2 égale C1V1 sur V2. D'abord, je mets la formule et ensuite, je remplace par les chiffres. Donc, 5 10 moins 8 fois 2,5 sur 15. Là, je voudrais m'arrêter. C'est pourquoi j'ai mis 2,5 et 15, donc en millilitres, alors que le résultat est en litres. En fait, ici, nous avons la concentration 5 10 moins 8 qui est en mol par litre. Et si je multiplie par des millilitres, mais que je divise aussi par des millilitres, eh bien, les millilitres et les millilitres vont s'annuler, donc en fait ils n'ont aucune incidence sur l'unité obtenue. Donc là, comme la concentration 5 10 moins 8 est en mol par litre, le résultat est aussi en mol par litre. Après vous pouvez aussi y mettre en litres, hein, ça ferait 2,5 10 moins 3 divisé par 15 10 moins 3. Les 10 moins 3 vont s'annuler l'un l'autre, ça ne change rien. Parfait, merci beaucoup à toi. On arrive à la fin de ce quiz. Vous avez été nombreux à nous suivre et à commenter, donc un grand merci à vous. Un grand merci à tous ceux qui nous ont aussi regardés depuis la Cité des Sciences. N'hésitez pas donc à nous suivre directement sur tous nos réseaux sociaux. Vous serez au courant de tous nos futurs lives. Un grand merci aussi pour toutes tes explications et toutes ces questions. Un grand merci à l'équipe technique d'avoir travaillé en ce samedi et donc à Tony, à Michel qui vous a répondu sur YouTube et sur Facebook, à Tony pour derrière la caméra et ainsi qu'à toutes les équipes qui ont préparé ce live. On vous souhaite une bonne après-midi de révision ou non et on vous dit à bientôt chez DigiSchool. Au revoir.